Bon, bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour la deuxième journée de la semaine européenne Destination Napoléon. Cette semaine, nous l'avons voulu pour commémorer le bicentenaire et c'est dans le cadre donc des manifestations que la Fédération européenne des cités napoléoniennes organise pour ce bicentenaire. Alors, deux mots de présentation. La Fédération européenne des cités napoléoniennes a été créée par mes soins en 2004. Elle regroupe aujourd'hui 60 villes dans 13 pays européens différents. Et son projet est de mettre les ressources de ces villes en commun pour illustrer une page particulièrement importante de leur histoire, donc la période napoléonienne, et ceci dans le domaine culturel et touristique. Donc, depuis une quinzaine d'années, nous mettons en place, nous soutenons et nous finançons essentiellement des projets de développement. L'un de nos programmes phares s'appelle Destination Napoléon. Destination Napoléon, c'est un itinéraire culturel labellisé par le Conseil de l'Europe, comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, que vous connaissez certainement chacun. Et donc, nous existons comme itinéraire culturel du Conseil de l'Europe depuis 2015. Nous avons décidé, donc évidemment, pour cette année du bicentenaire, de mener un certain nombre d'opérations spécifiques. Nous avons labellisé une quarantaine de projets dans nos villes, et puis nous animons donc cette semaine Destination Napoléon. Ce séminaire donc se déroulera en 5 épisodes. Nous avons évoqué hier la problématique des reconstitutions napoléoniennes qui ont marqué au fond les bicentenaires depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, nous rentrons de plein pied dans l'actualité et nous cherchons à répondre pour notre part à la question que beaucoup de Français se posent. Napoléon, quel est le bilan? Qu'est-ce qui fait consensus? Qu'est-ce qui pose problème? Et donc, nous allons aborder ces questions donc de front, sans aucune frilosité. Et donc, le débat sera animé par Jacques Morand, que vous voyez ici à l'écran, qui est ancien rédacteur en chef de FR3 et qui donc animera la séance. Voilà, Jacques, je vous passe la parole. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de nous rencontrer pour parler d'un sujet qui est actuellement au cœur de l'actualité en France, mais aussi dans de nombreuses régions, peut-être un peu moins que le Covid, mais c'est comme ça. Je veux parler bien sûr du bicentenaire de la mort de Napoléon. Je vous propose de centrer notre discussion autour de l'héritage historique et politique, étant bien entendu qu'à travers ce bilan, nous évoquerons les 1001 facettes du personnage qu'est l'empereur Napoléon et bien sûr, nous aborderons ces sujets en négligeant ni le consensus ni les dissonances. Pour débattre de ce vaste sujet, nous avons deux invités de marque que je salue, Charles Bonaparte, l'aîné des descendants de Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon, président de la fédération, comme il vient de le dire, de la Fédération européenne des cités et villes napoléoniennes, qui vient de publier chez Grasset La liberté Bonaparte. Et Jacques-Olivier Boudon, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution et de l'Empire, président de l'Institut Napoléon, président du comité scientifique de la Fédération des cités européennes et napoléoniennes. Il vient de publier aux éditions Belles Lettres Napoléon, le dernier Romain. Alors, je voudrais tout de suite entrer dans le jeu avec vous, Charles Bonaparte, avec votre livre. Vous manifestez votre goût de la liberté, ce qui ne surprendra d'ailleurs personne, surtout ceux qui vous connaissent, et vous écrivez tout de suite, sans pour autant rejeter l'histoire familiale et l'héritage moral, j'ai exercé mon droit d'inventaire. Je répète, sans pour autant rejeter l'histoire familiale et l'héritage moral, j'ai exercé mon droit d'inventaire. Et vous rappelez que vous avez préféré vous appeler Charles Bonaparte plutôt que Charles Napoléon. Alors, n'y a-t-il pas là, Charles Bonaparte, quand même une petite prise de distance avec l'héritage impérial? Mais c'est une manière, bien au contraire, c'est une manière de me l'approprier. Je ne suis pas dans la position d'un historien à proprement parler, ni dans la position d'un gardien de musée. Je suis né par les hasards des choses
dans cette famille. Et donc, j'ai un parcours personnel, un parcours de vie, un parcours privé, si vous voulez. Et donc, il a fallu que je rende ce parcours privé compatible avec cet héritage considérable. D'autant plus que la manière dont il m'avait été légué est une manière relativement classique, où au fond, on garde les choses en l'état le plus longtemps possible et on les transmet en l'état à la génération suivante. Bon. Or, notre monde connaît des mutations importantes. Moi-même, j'ai eu une vie personnelle, une vie professionnelle, j'ai vécu comme tout un chacun. Et donc, à un moment, cet héritage rentre en contradiction, en tout cas cette manière de transmettre l'héritage peut rentrer en contradiction avec un projet individuel. Voilà. Et donc, c'est cette contradiction que je me suis efforcé d'explorer, dont je me suis efforcé d'explorer le terme et de résoudre. Et en la résolvant, j'ai montré aussi qu'il y avait dans l'œuvre de Napoléon, mais dans l'œuvre aussi d'autres Bonaparte, en particulier de son frère Lucien, de mon arrière-grand-père Plomplon, de personnalités comme Marie Bonaparte, d'autres Bonaparte qui ont été confrontés à la même question que moi et qui l'ont résolue donc à leur manière. Donc d'une certaine manière, cette liberté, j'en use comme d'autres Bonaparte en ont usé avant moi. D'accord. Eh bien, écoutez, on va, si vous voulez, serrer les questions autour de 4 grands thèmes. Je propose d'abord le réformateur, étudier un peu le réformateur qu'a été Napoléon, ensuite le chef de guerre, ensuite le chef d'État, et enfin, je voudrais qu'on se penche un peu sur Napoléon, sur l'inconscient collectif dans lequel il est. Pour le réformateur, je voudrais m'adresser tout de suite à Jacques-Olivier Boudon. On a coutume de dire que Napoléon est l'héritier de la Révolution. Les avis sont partagés d'ailleurs à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur cette phrase de Bonaparte, premier consul, qui me laisse moi un peu perplexe? Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. Et ce n'est pas une phrase un peu ambiguë? C'est une phrase qui se comprend dans le contexte de 1799, lorsque le jeune Bonaparte prend le pouvoir, après 10 ans de révolution. Et il fait partie de ces Français qui ont, donc vécu la révolution. Il a été enthousiaste dans un premier temps face à 1789. Il épouse les principes de 1789, mais il le dit aussi très rapidement dans sa correspondance, par exemple, avec son frère Joseph. Il n'est pas très favorable aux journées révolutionnaires, à la prise de la Bastille, par exemple. De même qu'en 1792, il verra avec beaucoup de consternation la journée du 10 août qui va conduire à la chute de la monarchie. Par la suite, il va davantage se rapprocher de Robespierre et surtout de son frère et épouser les idées des Jacobins. Mais fondamentalement, c'est un homme qui repousse l'idée de violence révolutionnaire tout en acceptant les principes de 1789. Et la phrase que vous avez prononcée, c'est exactement cela. C'est-à-dire, finalement, mettre fin aux guerres civiles, à la guerre civile qui a ravagé la France depuis les débuts de la Révolution, sans remettre en question les principes de 1789, liberté, égalité. Alors, c'est certain que dans son expérience politique, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, il est davantage attaché à l'égalité civile, à l'égalité de droit, à la fin des privilèges, qui est finalement sans doute aussi le concept qui est le plus défendu par les Français, qui sont davantage à ce moment-là attachés à l'égalité qu'à la liberté politique. La liberté politique, il va rapidement s'en défaire. Alors, on parle des réformes. Les réformes accomplies n'étaient-elles pas déjà un peu dans les cartons de la Révolution quand Bacérès et Portalis avaient déjà un petit peu travaillé là-dessus? Donc, on peut dire qu'il a été un peu l'héritier aussi de ce qui était prévu au point de vue réforme, hein, Jacques-Olivier Boudon. Il est certain que Napoléon Bonaparte est l'héritier de toute l'œuvre législative et plus généralement de tous les préparatifs de l'œuvre législative. L'exemple le plus célèbre, c'est le Code civil. Cambacérès est l'auteur déjà de trois projets
de code civil, mais aucun de ces projets n'avait abouti. Donc, Napoléon, c'est aussi celui qui parvient à faire une synthèse. Ça n'est pas au départ un homme qui est formé pour devenir chef d'État. Il est formé pour devenir militaire. Et on est frappé quand on observe son action de la manière dont en quelques mois, en quelques années, alors c'est vrai que ça commence dès l'époque de la République cisalpine en 1797, mais il se forme à la politique d'une certaine manière dans tous les registres, administration, finance. Il a un esprit de synthèse qui est incontestablement très développé. Il va se nourrir de tous les apports de l'époque révolutionnaire. Il est entouré de personnages qui ont fait la Révolution, que ce soit Fouché, Cambacérès, Talleyrand, ce sont des hommes qui ont marqué l'époque de la Révolution. Et si l'on va un peu plus loin, dans les assemblées et surtout au Conseil d'État, il y a des juristes, d'anciens parlementaires pour la plupart, qui ont vécu l'époque révolutionnaire. Et en ce sens, en effet, Napoléon va être celui qui met tout cela ensemble, réunit les hommes, on dirait aujourd'hui les capacités, et va contribuer à cette œuvre tout à fait exceptionnelle. Alors, il y a un autre élément qui l'explique aussi, c'est que les assemblées sont très rapidement corsetées, et de ne pas avoir, là en ce sens, il n'est pas véritablement héritier de la Révolution, mais de ne pas avoir de débat parlementaire sur les principaux projets va évidemment faciliter leur adoption rapide. Alors, Charles Bonaparte… Il me semble, si je peux rajouter un… Oui, bien sûr, bien sûr. Point, il me semble que ce qui manquait cruellement à la fin de la Révolution, c'était d'une administration capable. On sait très bien que voter des lois, ce n'est rien s'il n'y a pas une administration pour la mettre en place. Bien et donc, sûr. il y a beaucoup de questions qui se poseront par la suite, et en particulier, je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure, la question du rétablissement de l'esclavage dans les Caraïbes, qui ont en partie pour fondement l'absence d'application réelle par faute d'existence d'une administration. Donc, une de ces grandes actions de premier consul, c'est d'avoir mis en place une administration moderne. Et je pense que c'est intéressant, même pour les temps actuels, si vous voulez, de sentir le lien qui existe entre une égalité de principe et une égalité réelle. Et cette égalité réelle, de fait, si vous voulez, elle passe par l'existence d'une administration capable. Alors, justement, Charles Bonaparte, ces réformes, ces masses de granit, pour reprendre l'expression de l'empereur lui-même, et je ne les énumère pas tous, parce que le Code civil, le Conseil d'État, la Banque de France, les lycées, baccalauréat, Légion d'honneur, enfin, on n'en finirait pas, ont été réalisés dans un temps extrêmement court, 3 ans et demi, 4 ans. Ça suppose de se poser comment travaillait Napoléon, avec qui, quel type de staff, comme on dit aujourd'hui, avait-il autour de lui pour faire tous ces travaux, sans compter qu'il avait une activité diplomatique à côté et d'autres, et l'armée. Et militaire. Oui, bien sûr. Mais je pense que Jacques-Olivier Boudon l'a dit, je crois que c'est un homme qui était en effet formé à être officier, mais qui avait d'une certaine manière une claire conscience de ses lacunes, même s'il ne l'avouait pas, il en avait une claire conscience. Et donc, il s'est entouré des meilleurs, qu'ils viennent de la Révolution, d'ailleurs, ou qu'ils viennent de l'Ancien Régime. Et donc, il travaillait dans un esprit d'apprendre. Par exemple, la fonction du Conseil d'État, au moins dans une première étape, a été cet apprentissage, a été un moyen pour lui d'accéder à des juristes formés qui ont pu, d'une certaine manière, lui expliquer le détail des difficultés, le détail des obstacles que l'on rencontrait pour mettre en œuvre des lois. Bon. Oui, mais Charles Bonaparte, pour un tel bilan aujourd'hui demanderait pratiquement une dizaine de quinquennats aujourd'hui. Probablement. Mais l'époque le favorisait, parce que on entend aujourd'hui des comparaisons ou des questions sur la comparaison entre Napoléon et tel ou tel responsable politique. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que la période actuelle ne peut en aucune manière être comparée à la France au sortir de la Révolution. Comme Jacques-Olivier Boudon le disait, 10 ans de guerre civile, 10 ans de ruine économique, 10 ans d'inaction d'une administration en partie démantelée et qui n'avait pas été reconstituée.
la guerre extérieure, hein, les coalitions aux portes de la France, ont tout ça créé des situations d'urgence qui appelaient des réponses d'urgence. Or, aucun dirigeant de la France contemporaine, Dieu soit loué d'ailleurs, n'est mis en face de tels défis. Certains auteurs ont dit qu'il avait réinventé la France. L'expression est un peu forte, mais est-elle pas un peu vraie? Peut-on parler d'une modernité Napoléon? Oui, bien sûr, certainement. On peut dire qu'il a jeté les bases, comme on l'a dit tout à l'heure, de la France moderne, et son génie, au fond, administratif et civil, on peut dire, étant cela, c'est qu'il a été capable, au fond, à partir de ces difficultés, s'inspirant donc des principes de la Révolution, de les mettre en œuvre. Donc c'est un esprit remarquable dans la capacité de mettre en œuvre les projets. Au fond, d'une certaine manière, je ne sais pas si Jacques-Olivier, vous serez d'accord avec moi, mais il me semble qu'il y a quelque chose de commun entre le génie de l'administration et le génie de la guerre. Parce que finalement, diriger des troupes, diriger une armée, ça consiste à avoir des perspectives stratégiques, se donner les moyens et puis décliner, descendre jusqu'au dernier bouton de guêtre et rassembler les hommes capables pour diriger une armée. Bien, il me semble que dans le domaine civil, Napoléon a fait quelque chose qui ressemblait à cela. Voilà, il y avait des grands principes, mais en même temps, c'était un grand pragmatique. C'était en même temps un homme avec des grands principes et en même temps un très grand pragmatique. Et c'est probablement poussé par les nécessités qu'il a été amené à trouver des solutions aux problèmes, mais inspiré, à mon avis, par une formation de militaire. Oui, Jacques-Olivier Boudon, le Code civil est l'œuvre majeure de Napoléon, celle dont il était le plus fier. Qu'en reste-t-il aujourd'hui en France, mais aussi en Europe? On dit que 22 pays ont été inspirés par le Code civil. Alors, le Code civil, c'est en effet l'œuvre majeure de Napoléon, aujourd'hui critiquée parce qu'il comporte un certain nombre d'éléments sur lesquels les sociétés sont revenues. C'est un code qui effectivement a été très, très important pour Napoléon, au point qu'il a déclaré que ce code, c'était le cœur de son œuvre. Il y attachait davantage d'importance, par exemple, qu'à ses principales victoires, parce qu'il savait, il avait une claire conscience que ce code se pérenniserait finalement et servirait sa mémoire. Alors, le code, il a été largement remanié naturellement depuis 1804, en particulier sur le rapport entre hommes et femmes, puisque ce code civil donnait aux femmes une place très, très réduite. Et en ce sens, on peut rappeler que le code civil est en retrait par rapport à certains droits que les femmes avaient obtenus pendant la Révolution française. Donc, sur ce terrain, il y a eu des changements incontestables, mais je dirais que finalement, la charpente du Code civil reste encore actuelle. C'est-à-dire que l'idée d'un code, d'abord, rappelez que ce qu'est un code civil, c'est un ensemble de lois qui permettent la vie en société. Et ce qui était très important à l'époque, puisqu'il a fallu finalement reconstruire une société après la chute de l'Ancien Régime et la Révolution, qui elle-même avait, on l'a dit déjà, amorcé des projets, mais sans véritablement structurer cette société qui va marquer les 2 siècles qui suivent. Ce code a été proposé par Napoléon, voire imposé, cela dépend des cas, à de nombreux pays en Europe, et en particulier aux monarchies satellites tels que le royaume de Hollande, le royaume de Westphalie, le royaume de Naples, le royaume d'Espagne également, mais aussi à d'autres pays qui l'ont adopté, le duché de Varsovie par exemple, si bien qu'aujourd'hui encore, même si le code a été balayé dans bien des endroits en 1815 après la chute de Napoléon, de nombreux pays ont adopté des codes qui s'inspirent en partie du Code civil en Europe, mais aussi hors d'Europe. Comment vous expliquez que pour les femmes, il y ait par rapport à la Révolution, il y a une espèce de
de changement en moins pour les femmes dans le Code civil? Alors, on va revenir sur cette question à d'autres sujets. Je pense que Napoléon, évidemment que l'on qualifie régulièrement de misogyne, est à l'image de son époque, c'est-à-dire d'une époque qui n'entend pas faire une large place aux femmes. La Révolution avait introduit des réformes qui sont des réformes en particulier en termes de droit face à la justice, c'est incontestable, la gestion des biens par exemple, mais la Révolution n'avait introduit aucun droit politique, en tout cas pas le droit de suffrage, même si les femmes ont participé assez largement au débat politique dans les années de la Révolution. Napoléon et les juristes qui l'entourent sont favorables finalement à la construction d'un modèle de société fondé sur la famille, c'est un élément essentiel, fondé sur la famille légitime, et dans le cadre de cette famille légitime, en effet, la place de la femme est celle véritablement d'une mineure, passant, comme on le dit, mais c'est tout à fait juste, de la tutelle de son père à la tutelle de son mari. Et c'est vrai que il y a un certain nombre de droits qui sont perdus, notamment face à la justice. En revanche, il y a quand même un droit dont on oublie qu'il a été conservé, même s'il est mineur, mais qui était un droit fondamental de la Révolution, c'est le droit au mariage civil, et donc à un mariage qui n'est plus placé nécessairement sous la tutelle de l'Église, de même que est conservé le divorce, alors certes avec des restrictions très grandes qui fait qu'on divorce très peu dans la société de l'époque, mais on peut tout de même noter que parmi les restrictions qui prévalaient, il y a par exemple l'âge de la femme. On ne peut pas, après 1804, divorcer d'une femme âgée, ni non plus se remarier immédiatement après avoir divorcé. Donc, il y a tout de même une volonté de protection à travers ces quelques articles, mais qui sont évidemment peu de choses par rapport à tout le reste du Code civil pour ce qui concerne la place des femmes. Alors, Charles Bonaparte, il existe quand même un point noir dans cet héritage, dans ce bilan, c'est le rétablissement de l'esclavage. Comment cet homme qui a été influencé par les Lumières a-t-il pu prendre une telle décision? D'abord, je note que c'est une question qui, fort légitimement, prend une place importante dans le regard que les contemporains ont de l'œuvre de Napoléon. Ça n'a pas toujours été le cas, et je trouve ça tout à fait normal, tout à fait légitime. Au fond, on interroge l'histoire au regard de ses propres préoccupations. On a parlé tout à l'heure du statut de la femme, on parle maintenant du rétablissement de l'esclavage et de la traite. Eh bien, c'est bien qu'on en parle, ça ne me dérange aucunement, et je pense qu'il faut regarder les choses lucidement telles qu'elles sont. Alors, je crois que c'est une question qui, avant d'être jugée, mérite d'être replacée dans un contexte, dans un certain contexte. Bon. Je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement, les lois qui avaient donc supprimé l'esclavage, prises sous les assemblées révolutionnaires, n'avaient quasiment pas été suivies d'effet, au fond. Et donc, il s'en était suivi des désordres qui avaient des conséquences locales, mais qui avaient aussi des conséquences géopolitiques, puisqu'elles mettaient ces possessions françaises en difficulté par rapport aux Anglais très présents donc dans les Caraïbes. Et donc, voilà, c'est un élément d'appréciation. Un autre élément d'appréciation, on ne peut pas dire que, comme je l'entends dire parfois, que Napoléon Bonaparte était un raciste. Je ne vois pas dans sa correspondance de racisme, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui. Il partage en effet les préjugés des gens de son temps. C'est un Corse, il a très peu connu au fond l'étranger, il connaît essentiellement la Corse, la France, ses possessions sont lointaines, il n'a certainement pas le degré d'information que nous avons aujourd'hui sur l'état réel et la vie réelle des populations. Autre élément d'appréciation, il est entouré de gens comme Talleyrand, comme Cambacérès, et sa propre épouse, qui ont des intérêts directs, financiers directs,
dans les Caraïbes. Bon. Et donc, c'est ce contexte qui permet de comprendre le rétablissement de l'esclavage et de la traite. Mesures sur lesquelles il revient d'ailleurs, parce que dans le mémorial, alors qui est aussi d'une certaine manière une œuvre de propagande, mais dans laquelle Napoléon reprend au fond le cours de la Révolution, il est inscrit quelque part qu'il considérait lui-même que ça avait été une erreur d'avoir pris cette décision. Je vais vous livrer une phrase un peu provocatrice qu'on trouve un peu dans les journaux actuellement et dans les suppléments à l'occasion du bicentenaire. Napoléon était-il de droite ou de gauche? Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. D'abord, la droite et la gauche supposent l'existence d'une assemblée dans laquelle on classe les gens entre droite et gauche. Bon, je crois que la question, elle n'est pas tellement là. Je crois que la question, c'est de reconnaître que, d'ailleurs, des mesures de droite peuvent devenir des mesures de gauche par la suite, et réciproquement. On le voit assez régulièrement en politique. Bon. Mais je crois que, moi, ce qu'il me semble important de retenir, c'est que c'était, au fond, authentiquement un homme de progrès. Qu'est-ce qu'un homme de progrès? Eh bien, c'est un homme qui est confronté, au fond, à des situations nouvelles, et indiscutablement, la situation post-révolutionnaire était une situation radicalement nouvelle. Je veux dire, la Révolution changeait la donne quasiment quotidiennement, et qui, au fond, s'inspire de principes nouveaux. Et les principes de la Révolution sont des principes nouveaux à bien des égards. Ces lois dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été votées par les assemblées, sont tout de même des choses totalement nouvelles pour la société, la vieille société française, rurale, etc., qui existait depuis des siècles. Bon, donc la France est, on peut dire, interpellée, touchée par ces décisions nouvelles, par ces mesures, par ces lois nouvelles. Une nouvelle société se met en place, de nouvelles classes sociales émergent. Alors on dit les classes bourgeoises, les artisans, les professions libérales, les indépendants, etc., émergent à la faveur de la Révolution. Bon. Et donc, il répond finalement à des questions nouvelles en faisant appel à des principes nouveaux. Voilà. Et il le fait avec une grande détermination. Et donc, c'est ça un homme de progrès, finalement. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est des gauches? Je ne sais pas répondre à cette question. Alors, je voudrais évoquer avec vous maintenant le stratège, le dieu de la guerre, pour reprendre l'expression du Prussien Clausewitz. Ses détracteurs parlent de lui comme d'un va-t-en-guerre perpétuel, un boucher, il y en a qui ont dit ça, hein. Mais fut-il vraiment à l'origine de tous les conflits auxquels il a participé? N'a-t-il pas été victime des coalitions fomentées, financées par l'Angleterre? N'a-t-il pas à plusieurs reprises recherché la paix, comme à Tilsit ou à Amiens, alors que ses ennemis n'en voulaient pas, ils voulaient l'abattre? Je pose la question à Jacques-Olivier Boudon. Boudon, excusez-moi. Alors, la question du rapport de Napoléon à la guerre, il hérite d'une situation qui est une situation de près de 10 ans de guerre, en tout cas 7 ans de guerre, et de 2 coalitions qui se sont forgées contre la France. Et d'une certaine manière, il faut reconnaître qu'un de ses premiers gestes lorsqu'il arrive au pouvoir, en date du 25 décembre 1799 pour être précis, il fait une offre de paix à l'Autriche et à l'Angleterre. Offre de paix qui n'est pas suivie des faits. Alors il est vrai, et là on est obligé de parler un peu de géopolitique, il est vrai que, et ce sera une constante tout au long de la période, les Européens ne supportent pas l'idée que la soit plus grande qu'elle n'était en 1789. Or, en 1799, la France a intégré, a annexé la Belgique et les départements rhénans. Donc, on va se trouver pendant toute la période sur finalement cette confrontation entre des puissances européennes qui sont contre-révolutionnaires et veulent donc abattre la révolution à travers Napoléon, mais veulent aussi ramener la France aux frontières qui étaient les siennes au début de la Révolution. S'en suivent un certain nombre de coalitions. Alors ensuite, on peut tenter de justifier, certains disent, jusqu'en 1808, Napoléon est sur la défensive parce que attaqué en effet par des coalitions, notamment en 1805
avec la coalition qui unit l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. En 1806, la coalition qui unit la Prusse, la Russie et l'Angleterre. On peut le justifier ainsi. Napoléon, tout de même, a eu une politique qui était aussi une politique de tentative de battre l'Angleterre, avec par exemple le camp de Boulogne forgé à partir de 1803, au lendemain de la rupture de la paix d'Amiens. Donc là, on n'est pas seulement dans de la défensive, mais dans l'idée finalement d'abattre l'Angleterre pour mettre un terme à ce conflit qui dure depuis 10 ans. Et puis, à partir de 1808, dans le cadre de l'application du blocus continental, l'invasion de la péninsule ibérique, du Portugal d'abord, et puis la tentative de conquête de l'Espagne, s'inscrivent effectivement dans un processus qui est un processus d'expansion militaire, d'expansion territoriale. Et puisqu'on parle de diplomatie, il faut aussi ajouter que Napoléon n'est pas toujours très tendre en matière de diplomatie, ce qui lui sera d'ailleurs reproché notamment par Talleyrand, parce que dans les négociations de paix, et là je pense par exemple à la négociation qui suit la victoire d'Austerlitz, ça sera la même chose avec l'Autriche en 1809 après la victoire de Wagram et la défaite des Autrichiens. Il a tendance à prendre beaucoup, ce qui effectivement rend difficile à terme une paix durable. Mais même l'invasion de la Russie, même l'affaire de Russie, n'a-t-elle pas pour but, n'a-t-elle pas pour fondement le fait que le tsar n'a pas respecté les clauses du traité de Tilsit? C'est incontestable. Il y a des raisons qui sont liées au fait que le tsar s'était engagé à pratiquer le blocus continental et finalement va revenir sur cette décision en 1810. Mais il y a d'autres éléments qui expliquent la campagne de Russie, campagne qui est d'un certain point de vue incompréhensible, et alors même que d'ailleurs Napoléon a été prévenu des dangers qu'il courait en s'engageant dans cette aventure, puisque Caulaincourt, qui a été ambassadeur à Saint-Pétersbourg jusqu'en 1811, cherche à le dissuader de se lancer dans l'aventure. Donc il y a tout de même de la part de Napoléon une volonté de parachever finalement la reconstruction de la Pologne. D'ailleurs, il parlera de la guerre de Russie comme de la seconde guerre de Pologne, et il faut reconnaître que l'invasion de la Russie est un acte offensif qui a pu être justifié par telle ou telle raison, mais qui ne peut pas être présenté en tout cas comme une défense, ou même, parce que si la question du blocus continental, on est quand même sur des droits de douane. S'il faut envoyer 600 000 hommes contre un pays voisin parce que les droits de douane n'ont pas été totalement, les conditions de trafic des produits n'ont pas été respectées, ça pose quand même problème. Alors, Napoléon est considéré comme un génie militaire. Charles Bonaparte, qu'est-ce qui fait la supériorité de Napoléon sur les champs de bataille? Écoutez, moi, je vais laisser répondre Jacques-Olivier Boudon, qui connaît mieux la question que moi. Sur la stratégie militaire, Jacques-Olivier. Alors, sur la stratégie militaire, ce qui fait on a défini comme son génie, c'est tout d'abord d'avoir utilisé les forces qui étaient en sa possession et d'avoir réussi à les faire mouvoir. Le grand art de Napoléon, c'est l'art du déplacement. De ces armées qui vont parcourir l'Europe, on a tous en tête l'image de cette armée du camp de Boulogne, qui en réalité s'étendait sur toute la côte de la Manche et de la mer du Nord, et même jusqu'à Brest. On a tous en tête l'idée de ces colonnes qui vont déferler sur l'Allemagne. Il faut imaginer ces soldats qui sont à pied pour la plupart, qui marchent avec un pactage relativement léger. Et là aussi, c'est une des grandes forces de Napoléon que d'avoir fait en sorte que le soldat soit mobile. Hier, dans le webinaire qu'évoquait Charles Bonaparte, on a parlé de la reconstitution. Les reconstituants organisent souvent des bivouacs avec des tentes, ce qui était impensable à l'époque parce que la tente
alourdit le soldat. Donc la mobilité est un point essentiel, la connaissance de l'adversaire également, parce qu'il s'agit pour Napoléon de vaincre l'adversaire en se jetant en quelque sorte sur la partie la plus faible pour parvenir à une victoire décisive qui doit conduire aux négociations de paix. On évoquait tout à l'heure Austerlitz, on est sur un schéma de ce style. Donc la mobilité, il faut dire qu'il profite quand même d'une situation héritée, là encore, de la Révolution, c'est la conscription qui permet à Napoléon d'avoir à sa disposition autant d'hommes qu'il le souhaite. Le principe de la conscription est essentiel puisque on ponctionne sur la société, finalement, autant de soldats dont on a besoin. Ce qui fait qu'au début de la période, on va prendre 30% d'une classe d'âge, et puis à la fin, c'est 80% d'une classe d'âge qui sera mobilisée. Ça devient d'ailleurs tellement insupportable qu'il y a des résistances sur ce point. Donc, mobilité, évidemment, sur le champ de bataille, un œil exercé qui lui permet de comprendre très rapidement quelles sont les positions en présence et qui permet de s'adapter. Il est pragmatique, comme le disait Charles Bonaparte, en matière législative. Il l'est aussi sur le champ de bataille. Il ne s'arrête pas à un plan prédéfini, même s'il le suit, bien entendu, si c'est possible, et il fait on a dit qu'il pouvait changer ses plans la dernière minute. Exactement, et c'est ce qu'il fait à Austerlitz. Il peut changer ses plans à la dernière minute. Alors, ça ne marche pas toujours. Et on voit, par exemple, à Waterloo, une des raisons de son échec, c'est aussi l'obstination qu'il met à conquérir les positions anglaises, voire à conquérir les fermes comme la ferme de Goumont. Là, il n'a guère évolué il n'a guère changé ses plans. Charles Bonaparte, on a parlé d'Europe napoléonienne. L'empereur avait-il pour but d'annexer la France tous les territoires conquis? Est-il le précurseur de l'union des pays européens? On évoque disons une zone géographique qui est à peu près identique. Bon, on parle de l'Europe. Bon, voilà. Donc il y a bon. Après, évidemment, les motivations de la construction de l'Europe moderne ne sont pas vraiment les mêmes que les motivations de la création de l'Empire napoléonien. Bien sûr. Ainsi qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, il y a les conséquences de la Révolution, il y a les conséquences des guerres révolutionnaires, défense, offensive, etc., qui font que petit à petit, les armées conquièrent l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'Europe de l'Ouest. Mais ce faisant, les motivations de Napoléon ont probablement changé aussi. C'est-à-dire que, arrivant au gouvernement, dans les premières campagnes d'Italie, on ne voit pas la trace de la volonté de créer un empire. Ce sont des guerres, disons, purement politiques, on peut dire purement révolutionnaires. On voit bien dans les courriers qu'il envoie au Directoire, au ministre de la Guerre, qu'il est engagé dans des guerres révolutionnaires. Voilà. Et il marque des points politiques contre les adversaires de la République. Bon. Et puis, les choses vont évoluer dans son esprit, en particulier donc avec l'instauration de l'Empire. Alors, je ne dis pas que l'Empire soit nécessairement dans son esprit lié à la conception qu'on peut avoir d'un grand empire, de la construction d'un empire au sens, disons, de la conquête du terme. Je pense que le terme empire renvoie plutôt à une vision, disons, romaine, à une certaine conception de la République dirigée par un pouvoir fort, mais pas nécessairement par la construction d'un empire. Toujours est-il qu'on note que quasiment au même moment, les guerres deviennent de plus en plus offensives et donc de plus en plus conquérantes et de plus en plus occupantes donc, des pays d'Europe. Alors, je note quand même que derrière ces guerres, derrière les militaires, se mettait en place une administration en partie calquée sur l'administration française. On a parlé tout à l'heure de la diffusion du Code civil
en Europe. On pourrait parler de l'organisation des préfets, etc. Il y a donc les idéaux finalement de la révolution marchent derrière les troupes. Et c'est si vrai qu'aujourd'hui, lorsque on évoque Napoléon dans des pays qu'il a conquis, et nous le faisons nous au travers de la fédération, en travaillant avec des villes d'Espagne, du Portugal, on a parlé tout à l'heure de l'Angleterre, la ville de Plymouth est membre de la fédération, donc des pays qu'il a conquis, et c'est vrai également des contacts que nous avons avec la Russie, considèrent néanmoins que ces moments ont été des moments importants de leur histoire. Donc ce ne sont pas que des conquêtes militaires, c'est aussi des moments qui ont transformé profondément la vie politique de ces pays. Je ne dis pas que les monarchies ont immédiatement disparu, car elles se sont reconstituées le plus souvent après le départ des troupes napoléoniennes et donc la paix de Vienne, etc. Mais il n'empêche que elles ont en quelque sorte planté les semences de ce que deviendront ces pays dans l'avenir. Et c'est en cela qu'il peut être considéré comme un des précurseurs de l'Europe, parce qu'au fond, ce sont des règles communes qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des sociétés qui étaient arrivées au même niveau de développement politique, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, décident de construire l'Europe des nations que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais vous parler maintenant du chef d'État. On a dit que c'est un autocrate, un despote éclairé. Je voudrais vous interroger, Charles Bonaparte, sur le 18 Brumaire, qui fut-il vraiment un coup d'État tel qu'on l'entend aujourd'hui, ou tout simplement une restauration de l'État qui n'existait pratiquement plus? On disait que le pouvoir était dans le caniveau. Oui, enfin, ça revient un peu au même. Hein. Je veux dire par là que c'est tout de même par une action de force, on peut dire, contre une assemblée élue. Alors, on peut toujours discuter sa légitimité à n'en plus finir, mais contre une assemblée élue que Napoléon a pris le pouvoir. C'est absolument indiscutable. D'ailleurs, lui-même avait été sélectionné par l'abbé Sieyès, qui est en fait l'organisateur de ces nouvelles institutions, pour être le sabre, pour être celui qui allait représenter l'ordre intérieur et surtout extérieur, relever les défis donc des deux coalitions précédentes qui continuaient à exercer leur pression sur la France. Et voilà. Et donc, je crois qu'il est indiscutable qu'il y a eu un coup d'État, c'est-à-dire un coup de force contre une assemblée. Et je pense que ça a d'ailleurs été un des problèmes permanents de la vie politique, on peut dire, de Napoléon, parce que, au fond, il s'est posé jusqu'à la fin la question de sa légitimité. D'où venait son pouvoir? Or, pour un homme issu de la Révolution, partir d'un coup d'État militaire, c'était totalement contraire aux principes révolutionnaires. Donc, on voit qu'il trouve, au fur et à mesure que sa carrière avance, des justifications, donc, y compris jusqu'à l'Empire, à son pouvoir, des formes de légitimité qu'il n'a pas trouvées dans la manière dont il est arrivé au pouvoir. Mais y avait-il une autre solution pour rétablir l'État dans sa plénitude? C'est très difficile à dire. Je ne suis pas capable de refaire l'histoire. Mais il est un fait qu'il en avait une grande conscience, puisque toute l'œuvre, disons, du mémorial, une grande partie des écrits de Sainte-Hélène viennent, au fond, tenter de faire oublier cet accroc initial. Oui. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu à la popularité du personnage. J'ai été étonné de cette phrase du philosophe Hegel qui disait « Napoléon, c'est l'esprit du monde à cheval ». Je rappelle également que Beethoven lui avait consacré une de ses symphonies. Et j'ai relevé dans un hebdomadaire récent cette phrase qui m'a laissé perplexe. Napoléon serait le personnage historique le plus consulté sur Google après le Christ. Cette popularité était partagée. Est-ce qu'elle était partagée par le peuple à l'époque? Parce qu'on peut dire que les résultats des deux plébiscites, des plébiscites semblent attester, mais
est-ce que c'était une réalité et sur quelle couche de la population s'est-il particulièrement appuyé? Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez l'un et l'autre répondre à cette question? Alors, Jacques-Olivier d'abord. Oui, alors Napoléon Bonaparte est populaire très tôt. En fait, on peut dire que dès la campagne d'Italie, il a su jouer de ses victoires, il les a fait connaître. Sa popularité est liée finalement à la manière dont il fait parler de lui. Au point d'ailleurs qu'au moment du coup d'État, Germaine de Staël dira on n'entendait qu'un nom sur toutes les bouches, alors que pendant la Révolution française, peut-être à part le nom de Robespierre, on ne prononçait pas véritablement de nom propre. Donc il a su dès le départ mettre en scène ses actions, rechercher aussi ce qu'on pourrait appeler un consensus. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il était de gauche, est-ce qu'il était de droite? Lui ne se conçoit ni de l'un ni de l'autre, sa fameuse formule, ni talon rouge, ni bonnet rouge, c'est-à-dire ni royaliste, ni jacobin, mais une volonté de rechercher le consensus, qui explique d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas le débat parlementaire. Il est anti-parlementariste d'une certaine façon. Il considère que les assemblées doivent être des lieux de réunion, des lieux de consensus, qu'on doit se mettre d'accord d'une certaine manière. Et il fait la même chose avec le peuple, un peuple qu'il ne méconnaît pas. Il va souvent au devant du peuple, et c'est assez frappant quand on imagine les souverains, on les imagine très, très lointains, mais Napoléon Bonaparte multiplie par exemple les voyages en province, y compris dans les départements annexés comme la Belgique ou la Rhénanie. Alors naturellement, ce sont des manifestations qui sont encadrées, organisées, mais vous ne pouvez tout de même pas pousser les gens à crier vive Napoléon, vive Bonaparte, s'ils n'en ont pas vraiment envie. D'ailleurs, on voit qu'en Belgique, vers la fin de la période, l'enthousiasme sera beaucoup moins grand. Quant aux plébiscites, ils sont très intéressants. Là encore, le vote est encadré, mais tout de même, quant aux 3 500 000 Français, c'est-à-dire la moitié du corps électoral, se déplacent pour aller voter, alors qu'il n'y a finalement pas tellement d'enjeux, puisqu'on sait que dans ce type de plébiscite, il y a essentiellement des votes oui. Mais enfin, le fait de se déplacer, d'aller signer un registre, ce qui suppose déjà une forme de culture, et sans doute que les abstentionnistes sont souvent des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, me semble être malgré tout le signe qu'il y a une adhésion populaire à Napoléon, ce qu'ont du mal à concevoir souvent des historiens qui travaillent sur cette période et qui travaillent sur la Révolution, mais on peut comprendre qu'une partie de la population ait adhéré à Napoléon parce que finalement il a rétabli l'ordre, parce qu'il a rétabli la paix religieuse, c'est aussi un point très important pour l'époque, et puis surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il s'est engagé à défendre l'acquisition des biens nationaux. Ça, c'est fondamental. Il faut se rappeler qu'à peu près 15% du sol a changé de main au moment de la Révolution française et dans les années qui vont suivre. Alors, bien sûr, 75% à 80% de ces terres d'église ou terres de nobles, ont été acquis par des bourgeois qui ont le moyen de le faire, mais le reste, 25%, à peu près un quart, ont été acquis par des paysans qui sont devenus souvent de très petits propriétaires, mais même quand on possède un hectare, on cherche à le défendre, et ça, Napoléon l'a très bien compris, et la manière dont il répète sans cesse qu'il ne touchera pas aux biens nationaux explique finalement qu'il ait obtenu le soutien à la fois de la bourgeoisie et de la paysannerie, qui est quand même, c'est 75% de la population, c'est loin d'être négligeable, et on sait que pratiquement dans toutes les familles, on possède un petit bien, et donc il s'appuie sur les propriétaires, et on revient au Code civil. Le Code civil est fondé sur la question de la propriété, et finalement tout se tient. Oui. Napoléon. Alors il y a quand même la question de la conscription qui use quand même petit à petit sa popularité dans les couches paysannes qui le soutiennent à l'origine pour la raison que vous venez de dire. Alors c'est certain que la conscription a été un frein à son charisme en quelque sorte. La conscription qui, dans certaines régions, parce que là aussi c'est variable, dans le sud-ouest par exemple de la France, c'est pratiquement un conscrit sur deux qui refuse de partir. Le refus de conscription n'étant d'ailleurs pas
toujours accompagné d'un refus de Napoléon. Ça peut être aussi un refus de l'État. Pourquoi le Sud est-il plus réfractaire que le Nord? C'est parce que le Sud, par tradition, c'est le pays des Albigeois, c'est le pays où finalement on refuse le pouvoir parisien. Oui. Donc il y a aussi cet élément qui est à prendre en compte et qui ne vise pas nécessairement la personne de Napoléon, qui a pu être par exemple acclamé lors de son voyage dans le Sud-Ouest en 1808, alors même que les Aquitains protégeaient les réfractaires. Mais Alors même qu'il sera quelques années après hué par la population lorsqu'il part en exil à l'île d'Elbe, lorsqu'il descend la vallée du Rhône. Tout à fait. Alors, très grande oui, hostilité manifestée par la population. Oui, parce que à ce moment-là, en effet, la pression de la conscription, mais aussi la pression fiscale s'est beaucoup développée, puisque à partir de 1813, la France perdant progressivement ses possessions en Europe, elle perd aussi les revenus qui en découlaient. Donc on augmente les impôts, et vous savez que les Français ne sont pas tellement adeptes de l'augmentation des impôts. Et puis, il y a dans cette région de la vallée du Rhône une tradition royaliste qui va s'exprimer en 1814 contre Napoléon, qui est en effet, à partir d'Avignon, menacé, même physiquement, qui s'exprimera d'ailleurs aussi en 1815, puisque c'est la région qui va le plus résister au retour de Napoléon. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il est passé par les Alpes et pas par cette vallée du Rhône. Et c'est aussi dans cette région qu'on va trouver les actes de terreur blanche les plus nombreux à partir de juin 1815, dont les principales victimes sont les bonapartistes et les héritiers de la Révolution. Cette popularité, on la retrouvera évidemment avec le retour des cendres, où j'ai été frappé de constater que on peut estimer à plus d'1 million de personnes le long de la Seine, quand on sent le retour des cendres jusqu'à Paris. C'est quand même plus que l'enterrement de Victor Hugo, c'est considérable. Oui, c'est la plus grande manifestation, en tout cas une des plus grandes manifestations populaires du 19e siècle. Et pourtant, le régime de Juillet qui avait organisé ce retour des cendres donc en 1840 était très inquiet de ce que cet engouement populaire puisse se transformer en quelque sorte en une insurrection, et avait donné l'ordre que le cercueil soit transporté sur un bateau donc par la Seine et non par voie terrestre, et il était interdit de manifester sur les berges. Et le bateau ne devait pas s'arrêter il va s'arrêter simplement à Rouen, mais une fois arrivé à Courbevoie, là, c'est un enthousiasme général. Un certain nombre d'anciens de la Grande Armée ont revêtu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, leur uniforme pour venir saluer Napoléon à Courbevoie. Et puis sur le chemin qui va conduire de Courbevoie jusqu'aux Invalides, là, c'est un enthousiasme général. Et en effet, les places, d'ailleurs, il y a eu des gradins qui ont été organisés, se sont très bien vendus, et puis la population est sortie dans la rue pour manifester son adhésion à Napoléon. Bonaparte, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Non, j'ai lu comme tout le monde les pages de Victor Hugo, qui était présent sur la place des Invalides, et qui, en effet, a écrit des pages inoubliables sur le passage du catafalque, etc., en décembre 1840. Alors, Jacques-Olivier Boudon, dans votre livre « Napoléon, le dernier Romain », vous montrez la fascination de Napoléon pour la Rome antique, et ce depuis son plus jeune âge. Vous citez cette phrase d'ailleurs de Stendhal dans La Chartreuse de Parme: « Après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur ». Et vous ajoutez que cette fascination de l'Antiquité romaine s'explique par son désir d'immortalité. Comment cette fascination peut conduire à l'immortalité? Alors, cette fascination pour l'Antiquité en général et pour la Rome antique en particulier, elle est liée d'abord au modèle que représente pour lui la République et l'Empire romain. Il est à la fois fasciné par César, mais il en mesure aussi les limites. Et ce qui est intéressant dans ce rapport à la Rome antique, c'est que Napoléon se conçoit
comme supérieur à, non seulement à César, mais à l'ensemble des empereurs romains, même s'il va imiter à bien des égards, par exemple à travers l'organisation d'un culte impérial, il imite ce qui se faisait dans la Rome antique. On peut évoquer tout ce qui se passe autour des fêtes impériales en particulier, le 15 août par exemple, qui est très significatif, mais il y a aussi une autre dimension de rapport à l'Antiquité romaine, c'est l'empereur Évergète qui organise, par exemple au moment du mariage avec Marie-Louise, des spectacles gratuits, des feux d'artifice, qui va distribuer des vivres et de la boisson à la population, encourager le mariage de ces vétérans avec des jeunes filles du pays, qui va les doter. Bref, il y a toute une dimension qui montre la volonté de Napoléon. On pourrait aussi évoquer le Napoléon qui fait grâce à un certain nombre de personnes. Donc une dimension qui montre ce rapport à l'Antiquité. Alors, pourquoi je parle d'immortalité? Parce que le culte que les empereurs romains rendaient à leurs prédécesseurs était une façon de les diviniser, d'en faire finalement des êtres immortels, de la même façon que les pharaons, en se faisant enterrer dans de superbes monuments, visaient à l'immortalité. D'ailleurs, certains y ont réussi, puisque Toutankhamon, qui n'a rien fait, sans doute aujourd'hui le pharaon le plus populaire qui existe dans le monde. Donc Napoléon est obsédé par cette idée d'immortalité. Il est obsédé par cette idée de transmettre une œuvre. Alors, bien entendu, s'il peut transmettre à un héritier, que ce soit d'ailleurs un héritier adopté, et là encore, on retrouve le modèle romain. Il a songé d'abord à adopter son neveu, le fils aîné de Louis et d'Hortense, et puis finalement, ce dernier meurt en 1807. Ensuite, ce sera la transmission, espère-t-il, directe par la naissance du roi de Rome en 1811. Mais au-delà de cette transmission, de la fondation d'une quatrième dynastie, il y a aussi cette volonté de laisser une trace dans l'histoire, de se perpétuer. Et là, cela passe par, on l'a déjà évoqué, une propagande qui est organisée de son vivant, par des écrits, mais aussi par des images. Et de ce point de vue, la peinture va jouer un rôle essentiel. Cela passe aussi par l'enracinement dans le sol, songeons à la colonne Vendôme, à l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à l'Arc de Triomphe du Carrousel, à l'ensemble des bases qu'il a posées dans le pays, et bien sûr à l'œuvre législative que l'on a évoquée tout à l'heure. Et d'une certaine façon, on peut dire que Napoléon a réussi son pari, puisqu'il est resté dans les mémoires, et pas seulement par les batailles et par les victoires qu'il a remportées. Le rôle des préfets semble avoir une place déterminante dans l'administration napoléonienne. Est-ce qu'on peut comparer les préfets d'aujourd'hui et les préfets de ce moment-là? C'est à moi que vous posez la question? Aux deux. Alors, il y a certainement des points communs. D'abord, l'héritage n'a pas été aboli, malgré les réformes qui ont été entreprises avec la régionalisation notamment, mais on est frappé de constater qu'on a conservé le cadre du département, hérité, lui, de la Révolution française, et on a conservé le préfet. Alors, le préfet, aujourd'hui, je pense, conserve naturellement un grand nombre de pouvoirs, mais n'a pas l'essentiel des pouvoirs qu'avait le préfet de Napoléon dans le cadre d'une société où le préfet donc, est le représentant du chef de l'État sur place et a très peu de contre-pouvoirs. Il y a bien un conseil général, mais qui n'a que des moyens très limités et des pouvoirs très limités. Et par ailleurs, le préfet a peu de contre-pouvoirs dans la société, puisque finalement les élites de l'époque sont placées sous contrôle, pour ne pas dire sous tutelle, du préfet. Et le préfet est par ailleurs, à partir de 1800, celui qui règle toutes les questions. C'est vraiment l'homme orchestre au niveau du département, ce qui n'est sans doute plus le cas aujourd'hui. Oui, Charles Napoléon, est-ce qu'on peut parler à l'époque des élus locaux
comme des élus actuels. Et ils étaient désignés, ils étaient… Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était plus, on peut dire, des fonctionnaires locaux qui exerçaient des missions d'élu local que des élus locaux à proprement Bien parler. sûr, bien Mais sûr. pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur le rôle des préfets, je pense quand même que la décentralisation a énormément modifié la donne. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus parler à proprement parler de contre-pouvoir. Il y a, si vous voulez, un pouvoir d'État qui exerce des compétences locales, en particulier des compétences dites régaliennes, et puis des élus locaux qui exercent aujourd'hui exclusivement la majorité des pouvoirs qui concernent la vie quotidienne des gens. Bon, alors il y a évidemment des règlements nationaux, mais au sein de ces règlements nationaux, et la fiscalité nationale, bien entendu, qui est une donnée importante. Mais ils exercent de plein droit des compétences locales. Et donc, il n'y a plus de tutelle aujourd'hui de l'État sur les collectivités locales. Il y a juste un contrôle a posteriori donc de la légalité des décisions, alors qu'avant les lois de décentralisation, par exemple, toutes les délibérations des conseils municipaux étaient examinées par un bureau idoine de la préfecture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, il y a des compétences qui reviennent aux différents niveaux de collectivité locale, avec une application plus ou moins bonne des règles de subsidiarité qui fait qu'il reste encore pas mal de domaines partagés, ce qui d'ailleurs est une anomalité qui, je l'espère, sera un jour corrigée par une véritable décentralisation avec des pouvoirs bien identifiés des uns et des autres. Il n'en demeure pas moins que dans la tradition française, eh bien, en effet, comme le disait Jacques-Olivier Boudon, le préfet représente donc l'échelon local de l'État sur les pouvoirs de l'État, qui sont essentiellement des pouvoirs régaliens. Oui, puisque vous avez la parole, je voudrais vous poser la question des libertés publiques. Il semble que sous l'Empire, ces libertés publiques aient été réduites au maximum. Par exemple, sur un sujet qui m'est très sensible, la presse fut complètement bâillonnée. Combien restait-il de journaux en France et comment se manifestait cette censure? Je ne sais pas combien il restait de journaux, mais en tout cas, Napoléon était le premier rédacteur en chef de France, hein, Oui. puisqu'il se laissait le droit d'écrire, donc bien entendu, sans que cela se sache officiellement, donc une partie des journaux. Et puis en effet, petit à petit, donc la liberté de la presse a été réduite. Jacques Olivier, vous allez peut-être pouvoir donner des détails sur ce point. Oui, alors à la fin de la période, à la fin de l'Empire, il ne reste plus que 4 journaux parisiens, donc à diffusion nationale, et en principe un journal par département, qui est le journal dirigé en quelque sorte par le préfet. La censure s'est imposée progressivement, d'abord parce qu'on met en place dans les rédactions des journaux un censeur qui est rémunéré par le journal et qui doit veiller à ce que les articles soient conformes à la ligne du gouvernement, à la ligne de l'État. Donc, pratiquement dès les débuts de la période, il y a un contrôle. Alors, il y a quand même des journaux qui parviennent à faire passer de temps à autre des articles non conformes à cette fameuse ligne, mais Napoléon est très attentif parce qu'il fait aussi une revue de presse en quelque sorte, et lorsqu'il voit des articles qui mettent en cause, par exemple, des questions liées à la vie de cour ou autres, il peut réprimer, il peut sanctionner le journal en question. Donc la liberté de la presse, en effet, a été totalement entravée. Ce qui, alors là, ça peut peut-être vous paraître paradoxal, ce qui n'interdit pas quand même de lire les journaux de cette époque, qui ne sont pas si inintéressants que cela, mais il faut les lire en sachant que c'est un propos qui est un propos encadré. Mais on y trouve quand même beaucoup d'informations intéressantes. Et comme ces journaux… Oui, dans la vous pouvez par exemple… Oui, je vous en prie. Oui, je voulais juste, pour nos auditeurs, leur recommander, par exemple, la lecture du Journal des débats, qui est en accès libre sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale et qui apporte beaucoup d'informations intéressantes. Journal de débat, puis Journal de l'Empire à partir de 1805. Jacques, Jacques, s'il vous plaît, je vois que nous parlons là depuis un peu plus d'une heure. Et si nous donnions la parole à nos auditeurs, et puis on reprendra peut-être une série de questions derrière. Si vous voulez. Alors, il y a des questions
il y a des questions dans la conversation, le chat, là. Je ne sais pas si vous les avez vues, en particulier, que pouvez-vous nous dire de l'intérêt de Bonaparte pour l'islam à l'occasion de son séjour en Égypte? Si vous voulez, je peux répondre à cette question. Allez-y. Alors, effectivement, Napoléon Bonaparte a été particulièrement attentif à la question de l'islam. Il y a un problème. On est coupé provisoirement de son, mais pas d'image. Bon, ben, je vais reprendre, et puis on reprendra après si vous voulez. Non, il faut auparavant que la ligne… On n'a pas le son, là. On n'a pas le son, on n'a pas l'image. Hein. Donc, Pierre-Jacques va s'occuper de rétablir ça. Voilà, Jacques-Olivier a coupé sa ligne. Je pense qu'il va rappeler pour restituer les choses. Alors, je vois deux autres questions. Les conséquences économiques et sociales des guerres napoléoniennes, nous allons traiter après. Et puis, n'a-t-il pas de meilleur moyen d'unir un peuple que de lui fournir l'occasion d'un ennemi commun? Bon, oui. Oui. C'est une question alors éminemment politique. Excusez. Disons qu'il y a probablement aujourd'hui d'autres moyens d'unir un peuple que de trouver un ennemi commun. C'est une conception que je ne partage pas. Et je pense que l'unification d'un peuple, à tenter qu'elle soit nécessaire, parce qu'après tout, l'expression de la démocratie veut qu'il puisse avoir une majorité et une opposition, passe par la compréhension des grands enjeux du temps, des grands enjeux de l'époque, et par un discours politique qui exclut le recours à la guerre. Alors, je suis désolé, mais j'ai eu un problème technique. Donc, on va pouvoir… Voilà, mais j'ai eu un problème technique. Je ne sais pas pourquoi tout s'est interrompu. Vous voulez que je termine ma phrase sur l'islam? Oui. Voilà, donc après avoir créé ce divan, réunion de notables musulmans qui sont associés au gouvernement du Caire et puis par extension des régions qui ont été conquises en Égypte, Napoléon va surtout s'adresser aux oulémas pour discuter finalement du rapport entre les Français et les autorités musulmanes. Il multiplie les gestes, dont le plus célèbre est l'organisation de l'anniversaire de Mahomet à la fin du mois d'août 1798, et il réitérera cela aussi en 99. Donc il y a un vrai intérêt pour l'islam, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses écrits de Sainte-Hélène par la suite. Il est fasciné d'une certaine manière par le prophète Mahomet, parce que celui-ci est à la fois un conquérant. Il a réussi à conquérir pratiquement une partie du monde en très peu de temps, et cela fascine Napoléon, qui compare d'ailleurs Mahomet à Jésus en montrant que ce sont deux fondateurs de religion, mais l'un, Mahomet, a été beaucoup plus rapide dans la diffusion de l'islam que ne l'avait été Jésus-Christ. C'est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, il se projette aussi dans ces personnages qui ont réussi à conquérir par leur aura, par leur charisme, une partie de la population. Donc, pour en terminer avec cette question de l'islam, il y a une volonté de rapprochement, au point qu'on a parlé de conversion de l'armée et de Napoléon lui-même, ce qui n'était pas inenvisageable, même si ça peut paraître assez difficile à mettre en place. Mais il faut aussi rappeler que Napoléon s'est heurté aux musulmans, qui, à partir du moment où l'Empire ottoman entre dans la seconde coalition, reçoivent un véritable appel au djihad contre les troupes d'occupation françaises, vont déclencher une série d'insurrections, dont la révolte du Caire en octobre 1798, ce qui va conduire aussi à une répression qui va se tourner contre les lieux de l'islam, en particulier la mosquée Al-Azhar, qui est la grande mosquée du Caire et quasiment l'université musulmane d'Égypte, dans laquelle les soldats vont entrer armés, ce qui va là aussi conduire à des tensions et on peut même dire un divorce entre la population égyptienne et l'armée française. Ça soulève aussi peut-être, Jacques-Olivier, la question
des conceptions religieuses de Napoléon lui-même, car il y a cette fameuse phrase dans laquelle il dit si j'avais été, si j'avais gouverné des pays musulmans, je me serais converti volontiers à l'islam, etc. Enfin, il y a une espèce de pragmatisme religieux, on peut dire, dans la pensée philosophique de Napoléon, hein, qui est certes baptisé, qui est certes évidemment de culture chrétienne et catholique par ses origines corses, mais qui a une religion quand même très proche de celle de Voltaire, hein, et donc très, très adaptative, très pragmatique, hein, et sans compter qu'il voit donc dans les églises plus des moyens de gouvernement politique que d'édification religieuse. Qu'en pensez-vous? Oui, Napoléon est agnostique, il le dit à plusieurs reprises. Donc il a quand même une interrogation sur la question d'un créateur, mais à l'image des philosophes des Lumières, il ne conçoit la religion que comme un moyen de maintien de l'ordre, en quelque sorte. C'est un garant de l'ordre social. Donc il est attaché à cette idée que pour tenir le peuple, on revient à son rapport au peuple, il faut finalement que l'État soit un État qui protège les religions. C'est ce qui explique qu'à partir de son arrivée en France, il fait tout pour favoriser la paix religieuse. Ce sera le Concordat qui va lui être fortement reproché par son entourage anticlérical, voire déchristianisateur à l'époque de la Révolution. Et pourtant, pourquoi le Concordat? Parce qu'il considère qu'étant le chef d'État d'un pays qui est à majorité catholique, à grande majorité catholique, comme c'est écrit dans le Concordat, il doit être un chef d'État catholique et épouser la religion de son peuple, d'où la référence aussi à l'Égypte. En Égypte, il ne l'a pas fait. Il faut quand même rappeler qu'un de ses successeurs, Menou, s'était converti. Alors non pas pour gouverner l'Égypte d'abord, mais plutôt pour se marier avec une Égyptienne, mais cela favorise ensuite son gouvernement de l'Égypte puisqu'il est musulman. Donc pour Napoléon, le fait d'être un chef d'État d'un État catholique le conduit à être lui-même, à se présenter comme un chef d'État catholique. D'ailleurs, à partir de 1802, il va à la messe le dimanche, aux Tuileries. Il se fait couronner à l'église en 1804, donc il n'a aucun problème à cette distorsion, en quelque sorte, entre l'image qu'il veut donner de lui-même et sa conscience personnelle. Et cela sera vrai jusqu'à la fin de sa vie, puisque finalement, il écrit dans son testament qu'il meurt dans la religion catholique dans laquelle il est né. Et il va d'ailleurs s'entourer de tout un cérémonial qui est également celui de la mort d'un souverain chrétien. Chateaubriand, qui ne fut pas toujours tendre avec Napoléon, bien qu'il reconnût son génie, écrit cette phrase: « Comme Charlemagne, il attacha une épopée à son histoire. » N'est-ce pas justement l'épopée, plus que l'histoire, qui a toujours fait un peu rêver les Français? Ah ben oui, certainement. Alors là, il faudrait revenir aux conditions dans lesquelles se sont développées l'épopée. On a parlé tout à l'heure donc de cet art de la propagande qu'il avait de son vivant. On peut dire aussi deux mots du choix qu'il a fait de finir à Sainte-Hélène, qui était un choix au fond pas évident et qui ne s'imposait pas nécessairement. Est-ce que c'est un choix? Ah, voilà, oui, c'était un choix, dans la mesure où, d'ailleurs, il a beaucoup hésité avant de partir, à savoir s'il partirait avec son frère Joseph en Amérique, ainsi que les choses étaient quasiment préparées, ou bien s'il se rendait aux Anglais pour assumer, au fond, son gouvernement et pour assumer, au fond, tout ce qu'il avait fait et pour pouvoir l'expliquer. Voilà. Et puis alors après, il y a aussi donc la question de ce qui s'est développé donc après sa mort, du retour de sa relative impopularité, on peut dire. Hein. Lorsqu'il est mort en 21, on était dans une période où Napoléon était finalement très oublié des Français. Hein. Il y a eu ce retour des cendres donc en 40, et puis donc le développement du courant romantique français dont on a beaucoup parlé, et qui a, finalement avec Victor Hugo et bien d'autres, Stendhal, Zola, Flaubert et bien d'autres, qui ont fait renaître donc Napoléon dans l'esprit des Français. Alors, à la faveur, il faut le dire, de la médiocrité, on peut dire, de la monarchie, hein, et du sentiment du peu d'adhésion populaire
suscitées par la monarchie. Hein. Et on le voit bien donc, en 1948, donc, lorsque finalement Napoléon III ne sera élu également totalement ignoré des Français et qui ne sera élu par 70% des voix que parce qu'il s'appelait Napoléon. Hein. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc c'est effectivement le début du mythe. C'est un mythe français, c'est un mythe européen aussi. Hein. Et c'est aujourd'hui, donc à la faveur de la globalisation des cultures, ce qu'on peut appeler aussi un mythe mondial. Hein, parce que lorsqu'on regarde les personnes, vous avez cité tout à l'heure donc l'interrogation sur Google, où il apparaît régulièrement comme numéro 2 après le Christ et avant le prophète, me semble-t-il, ou avant Shakespeare, je ne sais plus, mais ça montre l'intérêt que le monde entier continue de porter à sa personnalité. Et donc, on voit effectivement, et Jacques-Olivier Boudon a fait des travaux d'ailleurs très précis sur le sujet, comment il est utilisé aujourd'hui sur tous les grands supports de communication, à commencer par la publicité. Alors, comment vous expliquez, alors que les autorités de la République en France furent toujours réservées à l'égard de l'empereur, pourquoi Emmanuel Macron, lui, a-t-il décidé de commémorer la mort de Napoléon, alors qu'il y a un débat dans l'opinion à ce sujet? Ben, je pense qu'il y a une décision de type politique. Hein. J'en ignore le détail, mais je pense qu'on est dans une phase, au fond, qui est marquée par la volonté de rassembler, mais aussi la proximité des élections présidentielles. Donc, il y a certainement une dimension politique. Ce qu'il y a de certain, me semble-t-il. Moi, je fais la comparaison avec la célébration du bicentenaire de la naissance de Napoléon, donc en 69, et particulièrement à Ajaccio et ici à Paris. Il me semble que le climat est tout de même assez différent. En 69, au fond, Napoléon restait encore essentiellement un personnage de la droite, très marqué de la droite autoritaire et très marqué et très populaire, au fond, dans les courants de la droite classique. Hein, voilà. Et donc l'adhésion, alors le président Pompidou avait effectivement fait le déplacement parce que je crois qu'il avait une culture personnelle napoléonienne assez forte, d'ailleurs pour des raisons familiales, culturelles et familiales, mais au fond c'était une fête, c'était une célébration qui était très traditionnelle, hein, dans laquelle on présentait un Napoléon très classique, essentiellement guerrier, voilà, et très peu réformateur et je dirais très français. Voilà. Il me semble que pour le bicentenaire de son décès, donc 52 ans après, on a affaire à quelque chose de très différent. Il me semble que le débat est beaucoup plus ouvert. On a évoqué des questions qui fâchent, hein, du rétablissement de l'esclavage, du statut des femmes, de la liberté de la presse, etc. Mais il n'empêche que je constate que énormément de livres sont sortis à cette occasion. Je constate que tous les médias en parlent, ici en France et à l'étranger. Moi-même, j'ai été interviewé par les Isévestiades. Après-demain, j'ai une réunion avec la télévision chinoise. Au sein de la Fédération des villes, il y a des manifestations dans tous les pays d'Europe. Donc, ça donne, si vous voulez, le sentiment d'une culture napoléonienne qui s'est considérablement ouverte. Voilà. Et donc, je pense qu'il est, dans ce contexte-là, beaucoup plus facile à un chef de l'État de marquer le coup et d'être présent d'une manière ou d'une autre donc aux cérémonies du bicentenaire. Je ne sais pas quelle est votre opinion, Jacques-Olivier. Alors, c'est vrai que pour répondre à la question du rapport à la République, que la République a toujours eu beaucoup de mal avec Napoléon, et le rapport est ambigu depuis les débuts de la Troisième République, oui, puisque la République s'est fondée contre l'Empire. Alors certes, le Second Empire, mais qui embarque avec lui, d'une certaine manière, le Premier Empire. Quoique Napoléon, pendant la Troisième République, est une figure complexe parce que celui qui est considéré comme le fossoyeur de la Révolution est mis de côté, mais le chef de guerre victorieux de la Prusse en particulier est vénéré parce que c'est un modèle que les républicains favorables à la revanche peuvent éventuellement imiter. Et alors, ce qui est le plus frappant, c'est que puisqu'on parle de bicentenaire, on peut évoquer en un mot le centenaire de la mort de Napoléon
en 1921, on sort de la Grande Guerre, et là, c'est une sorte de consensus autour de la figure de Napoléon, chef de guerre, chef victorieux, comme si la France victorieuse, finalement, ne pouvait pas ne pas commémorer Napoléon. Et les commémorations ont duré 2 jours sur 4 lieux différents, très intéressants symboliquement: Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, les Invalides et la Sorbonne. Ce n'était pas l'Institut, mais la Sorbonne. Donc on a finalement un périmètre, et avec tous les représentants de l'État, président de la République y compris, qui participent d'une manière ou d'une autre. Finalement, seul le Parti communiste à gauche et l'Action française à droite vont rester en dehors de cette commémoration. Donc on était dans une phase quand même beaucoup plus consensuelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, le président de la République rompt avec une absence de mots, de prise de parole depuis les débuts du bicentenaire du consulat et de l'Empire, depuis donc 1999. Et quand on dit absence de mots, on peut même rappeler que Jacques Chirac, par exemple, président de la République, avait renoncé à toute manifestation, ou presque, en faveur du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, en 2012, aucune représentation de l'État n'a été visible sur le champ de bataille de Borodino, alors que les manifestations étaient présidées par le président Vladimir Poutine. Donc on voit le contraste, malgré tout, entre les époques. Alors, cette prise de position d'Emmanuel Macron a pu être critiquée par tel ou tel, mais je pense qu'il fait aussi un calcul politique, et un calcul qu'il pense être payant, j'imagine, à 1 an des élections présidentielles. En lisant les statuts de votre fédération, on a l'impression que le but est d'établir un récit européen de l'influence napoléonienne. Où en êtes-vous sur ce point? Y a-t-il à l'occasion de ce bicentenaire des manifestations européennes particulières? Oui, pour répondre précisément, oui. Nous avons labellisé une 40aine de manifestations qui se déroulent dans chacune de nos villes. Ces manifestations sont organisées par des collectivités locales et ont différentes natures, différents objectifs. Il n'y a pas de recherche d'une unification, si vous voulez, des manifestations. Par contre, ce que je crois effectivement, c'est que ces itinéraires culturels du Conseil de l'Europe sont extrêmement importants pour donner aux Européens le sentiment d'une histoire partagée. Et on le voit très bien dans l'histoire napoléonienne, puisque, ainsi que j'ai dit tout à l'heure, nous avons chez nous des villes qui appartiennent à des pays qui ont été, à la France, bien entendu, en premier, mais aussi des pays qui ont été tantôt adversaires, tantôt alliés de Napoléon. Et au fond, ils reconnaissent tous l'importance de cette empreinte sur leur propre histoire. Et donc, de proche en proche, nous souhaitons pouvoir écrire d'une certaine manière, essayer de comprendre, d'abord interpréter, croiser les regards, et peut-être un jour écrire d'une plume commune l'histoire napoléonienne au travers de l'Europe. Un petit peu comme je prends le modèle de ce livre d'histoire qui ont été écrits en commun par la France et l'Allemagne sur l'histoire des guerres passées. Donc c'est ce jour-là qu'on aura donc une histoire commune, une compréhension commune de pages qui nous ont divisés. Et je pense que de proche en proche, l'Europe existera lorsqu'elle aura une compréhension globale de son histoire. C'est toute la question de la nation qui est derrière. La nation, cette représentation collective que nous faisons, eh bien, elle est basée sur ce qu'on appelle un récit historique commun. Et ce récit historique commun, il suppose de dépasser, au fond, les legs de l'histoire pour tenter de comprendre et ensuite d'écrire d'une plume commune. Et le projet européen auquel je suis personnellement extrêmement attaché ne sera réalisé que lorsque les Européens auront pris la conscience d'une appartenance commune. Alors, est-ce que ça prendra un jour ou l'autre comment dirais-je, la forme d'une nation? Probablement pas au sens où on l'entend traditionnellement, mais enfin, en tout cas, le sens d'une entité politique forte composée de citoyens qui se reconnaissent dans une culture, et en particulier dans une culture historique commune. C'est en ce sens que des exercices comme la Fédération européenne des cités napoléoniennes sont une pierre, doivent constituer une pierre dans la construction de cette Europe. Et moi, j'ai une interrogation que je voudrais vous soumettre. À Paris, les références à l'histoire napoléonienne sont innombrables.
du boulevard des Maréchaux, l'Arc de Triomphe, le tombeau des Invalides. Et pourquoi, compte tenu de cette popularité, n'existe-t-il pas un monument, une avenue, une place ou qui porterait son nom? Ben, il y a la rue Bonaparte déjà. Ah oui, mais d'accord, mais c'est une petite rue par rapport Oui. Oui. à la place. Ben, écoutez, je vais vous dire, la ville de Paris est membre de la fédération. Donc, je vais poser la question à Anne Hidalgo. Très bien. Alors, je Non, mais voudrais. Oui, Jacques-Olivier. on est sur la même question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la République a toujours eu beaucoup de mal avec l'Empire et avec Napoléon, et donc les rues qui portaient le nom de Napoléon, car il y en avait, et dès le Premier Empire, d'ailleurs, du vivant de Napoléon, un certain nombre de rues portent son nom. Elles ont été débaptisées. On n'a conservé que le nom de la rue Bonaparte. Finalement, c'est une référence à l'œuvre de Pierre Larousse, qui, dans le grand dictionnaire du 19e siècle, avait consacré une notice à Bonaparte, général de la Révolution, né à Ajaccio le 15 août 1769, mort à Saint-Cloud le 18 Brumaire en 8. Et donc, pour les républicains, Pierre Larousse était un républicain. Pour les républicains, Napoléon Bonaparte, comme général de la Révolution, est acceptable. Comme empereur, il ne l'est pas. Et d'ailleurs, la notice dans le même dictionnaire consacré à Napoléon sera beaucoup plus critique que celle consacrée à Bonaparte. Cela dit, il y a quand même des monuments, parce que justement, Napoléon a cherché à laisser sa trace. Et un des plus intéressants, sans doute, c'est la colonne de la place Vendôme, avec en son sommet une statue. Comme on parle beaucoup de déboulonnage de statues, il faut rappeler que ce n'est quand même pas né d'hier, puisqu'en 1814, les alliés, enfin pas plus exactement, la monarchie française va déboulonner la statue de Napoléon, qui a ensuite été fondue en 1818, ce qui va d'ailleurs déclencher des polémiques à l'époque autour de cette fonte de la statue, et elle ne sera remise qu'au début de la monarchie de Juillet, puis à nouveau déboulonnée pendant la Commune. Donc vous voyez, c'est une histoire, et remise en place par Thiers un peu plus tard. Donc vous voyez, c'est une histoire sur le long terme. Je voudrais finir par deux questions. À propos des cités napoléoniennes dont vous avez parlé tout à l'heure, elles ont été labellisées itinéraires culturels par le Conseil de l'Europe. Oui. Quel type d'appui représente pour vous cette labellisation, et avez-vous pour objectif d'en faire un circuit touristique? Alors, c'est un appui très important parce que, si vous voulez, pour moi, le fait que Napoléon soit reconnu, si vous voulez, par les Européens comme non seulement un personnage important, mais aussi comme porteur des valeurs du Conseil de l'Europe, hein, qui sont quand même les valeurs de la paix, les valeurs de l'égalité entre les hommes, bon, les valeurs de la jeunesse. C'est très important. Et ça n'allait pas de soi autrefois, dans les regards, on en a parlé tout à l'heure, que la République française a porté sur Napoléon pendant longtemps. Donc c'est un vrai changement de regard. C'est un vrai changement. C'est un vrai changement de réalité aussi, puisqu'il est perçu par les Européens autrement qu'il avait été perçu autrefois. Donc c'est un changement de regard. Et pour nous, et pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très important sur le plan symbolique. Voilà. J'ai par exemple été envoyé il y a 2 ans donc à la foire de Shanghai, la grande foire touristique de Shanghai, qui est la plus importante foire touristique du monde, pour représenter la Commission européenne, c'est-à-dire l'Europe. C'est-à-dire que Napoléon avait un stand dans la foire internationale du tourisme de Shanghai. C'est pas rien, ça. Je veux dire, et c'est pas le stand de la France, c'est le stand de la France au travers de la Commission européenne. Donc l'Europe reconnaît son histoire, reconnaît l'histoire napoléonienne et parle de Napoléon aux Chinois. D'ailleurs, les Chinois ont bien compris le message. Et le dialogue se poursuit. Voilà. Donc, voilà le projet. Alors ensuite, après, évidemment, c'est important aussi sur le plan, je dirais, matériel, parce que ça nous permet en effet de mettre en œuvre des opérations transfrontalières avec des financements donc, européens sur des projets précis de développement culturel et touristique.
la mise en place de circuits, la mise en place d'applications dédiées, de la réalité virtuelle. Tout ça, ce sont des développements qui coûtent très cher et donc que nous finançons en grande partie sur des budgets européens. Ceci n'est possible que par notre appartenance au Conseil de l'Europe. Quels sont les pays où vous êtes le plus particulièrement implanté? Alors, le pays qui a le plus de villes, c'est la Corse, hein, puisque sur 70 villes, il y a 7 villes corses. Voilà, donc 10% de nos effectifs sont la Corse. Bon. Oui, mais l'étranger, je parle. Alors, oui, bien sûr. Donc, c'est la France, bien sûr, en premier. Ensuite, nous avons l'Italie, puis l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne et la Belgique. Voilà. Et puis, nous sommes également présents donc, en Angleterre, au Portugal, en Croatie. Voilà. Je voudrais vous faire dire un mot à l'un à l'autre à propos des controverses qui existent actuellement sur la mémoire, sur justement la commémoration de Napoléon. On a parlé de Colbert. Hein. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce remue-ménage et est-ce que ça ne remet pas en cause le récit national? Ça fait partie du récit national, si on peut dire. C'est-à-dire que cette remise en cause, elle fait partie de l'état d'esprit des Français d'aujourd'hui. Donc, c'est un maillon en soi, comme les Gilets jaunes, si vous voulez. C'est un maillon. Ce n'est pas que de la destruction, c'est aussi l'affirmation de quelque chose. Donc, il faudrait lire derrière de quoi c'est l'affirmation. Voilà. Donc, c'est certainement l'affirmation d'une culture nouvelle qui émerge, d'une culture totalement bouleversée par les évolutions technologiques, d'une culture totalement bouleversée par ce qu'il faut tout de même appeler la démocratisation du savoir, qui se diffuse petit à petit dans toutes les couches de la société. C'est une culture marquée par la critique, au fond, permanente, rendue possible par les outils de communication de proximité, par les réseaux sociaux. Et donc, ça fait partie, on peut dire, de la culture contemporaine. Bon, alors après, il y a bien entendu, parce que c'est une culture dans laquelle, je dirais d'une certaine manière, toutes les opinions se valent. Bon. Donc évidemment, dans une culture où toutes les opinions se valent, les plus radicales parlent le plus fort, et c'est celle-là qu'on entend, et on n'entend pas le reste. Bon. Donc du point de vue de la décision publique, c'est certainement pas une bonne manière de procéder que d'écouter les réseaux sociaux. Enfin, mais c'est plutôt regarder l'intérêt général et fixer un cap sur le long terme. Bon, alors pour revenir au terme du débat, il est totalement aberrant que l'on propose de détruire, par exemple, des symboles culturels comme les statues. C'est totalement aberrant. C'est une négation, parce que les statues, si elles ont été mises là, ça fait partie aussi de l'histoire. Si on a brûlé une aile du Louvre, les Tuileries, donc au moment en 70, au moment de la Commune de Paris, ça a un sens. Le reconstruire, ça n'a pas de sens. Mais détruire des statues qui ont été mises en place par des gens qui ont pensé qu'il était nécessaire de les mettre en place parce que c'était des symboles importants, parce que c'était des moments importants de l'histoire, ça n'a aucun sens. C'est une négation de l'histoire. Et les peuples qui nient leur histoire, eh bien, ils se privent tout simplement de futur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'historien Jacques-Olivier Boudon? Alors, moi, je considère que les statues peuvent éventuellement être déplacées. Après tout, à travers les époques, on a aussi vu des mutations. On évoquait les noms de rues qui changent. On peut envisager que des statues bougent, mais il faut quand même mesurer le symbole que cela représente. Et souvent, la destruction de statues va au-delà de simples modes historiques. Et il y a une volonté de nier une partie de l'histoire et de fait, cette négation est dangereuse parce que on ne peut pas, vous parliez de romans, d'histoire nationale, on ne peut pas se priver Récit national. On ne peut pas se priver d'une partie de l'histoire.
Histoire et mémoire sont deux choses différentes. Et quand on fait l'histoire d'un pays, d'un continent ou l'histoire du monde, puisque aujourd'hui c'est désormais à cette échelle que s'envisagent les choses, on ne peut pas faire comme si des périodes entières n'avaient pas existé. Et en la circonstance, l'époque napoléonienne, je crois qu'on l'a dit aujourd'hui, l'époque napoléonienne est fondatrice, elle est fondamentale. Donc on ne peut pas s'en priver. Et donc de ce point de vue-là, je considère que il faut être respectueux aussi de ce qui a pu être fait à ce moment-là. Alors, je voudrais finir par, avant de vous laisser la parole pour conclure, vous demander ce que vous pensez de ce projet, c'est une question d'actualité, du plasticien Pascal Convert d'installer au-dessus du tombeau de Napoléon aux Invalides une reproduction en plastique d'un cheval de l'empereur. Ça me paraît une affaire assez incongrue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, écoutez, moi, à vrai dire, j'ignorais ce projet. Je l'ai appris de manière très, très récente. Alors évidemment, on m'a posé des questions. Bon, quand Christo emballe les monuments de Paris, ça ne m'a pas gêné outre mesure. Je crois qu'il a emballé l'Arc de Triomphe. Je n'ai pas considéré que c'était une insulte aux soldats morts pour la France. Bon. Alors, bon, c'est une expression de la culture moderne. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Bon, je suppose que ça n'aura qu'un caractère provisoire, si ça se fait, parce que vu la polémique et Oui. vu le train de la polémique, je ne suis pas certain que ça se fasse. Mais si ça devait se faire, je dirais que bon, ça ne me gênerait pas que ça ait lieu quelque temps, voilà, comme une manifestation de culture éphémère. Bon, que ça reste là aussi longtemps que le tombeau de Napoléon, je ne suis pas certain que ce soit très souhaitable. D'autant plus que, alors, il y a des références historiques. J'ai entendu dire que des empereurs s'étaient autrefois fait enterrer avec leur cheval, etc. Je note simplement que ce n'est pas du tout la tradition française. Hein. Bon, je n'ai pas vu de chevaux au-dessus de la basilique de Saint-Denis, au-dessus des rois de France, etc. Je ne connais pas ça. Bon. Donc, ça me paraît, de ce point de vue-là, pas tellement justifié. Mais comme un geste de culture moderne, à partir du moment où il est éphémère, pourquoi pas? Jacques-Olivier Boudon. Alors, ça s'inscrit dans une exposition d'art contemporain qui ne concerne pas uniquement l'œuvre de Pascal Convert. Il y a d'autres artistes qui sont convoqués et dont les œuvres seront disposées, si j'ai bien compris, à la fois dans le musée et près de la chapelle. Bon, moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je sais que ces œuvres sont en effet disposées à titre provisoire. On peut rappeler quand même pour les auditeurs qu'il s'agit d'une reproduction du cheval Marengo qui se trouve, dont le squelette est encore conservé en Angleterre et qui a inspiré le plasticien en question, dont voilà, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette question. Est-ce que vous voulez conclure l'un et l'autre cette discussion? Je vais dire un mot qui, enfin, un mot qui me paraît important. Au fond, il y a une idée principale dans toute l'histoire napoléonienne qui me paraît fondamentale. C'est que Napoléon et les Bonaparte, disons en général, ont été des éléments de la cheville ouvrière qui a permis à la France de passer de l'Ancien Régime à la République. Parce que ce soit le gouvernement de Napoléon Ier ou le gouvernement de Napoléon III, ce sont des sortes de mélanges, d'abord des périodes historiques différentes, mais des sortes, même dans le mode de gouvernement, des sortes de mélanges entre des superstructures politiques, on peut dire, héritées de l'Ancien Régime, et des réformes profondes de la société qui conduisent, on l'a dit tout à l'heure, à plus d'égalité et aussi, en définitive, à plus de liberté. Donc, qui préparent la République, sans compter que Napoléon III donc, a été élu donc, premier président par le suffrage universel de la Deuxième République. Donc, ils ont gouverné sous la République, ils ont créé des empires, des régimes politiques impériaux, mais il n'empêche que, globalement,
entre 1789 et 1870, on passe finalement de l'Ancien Régime à la Troisième République qui marque le début de la République. Voilà. Donc je pense que c'est au-delà de l'histoire de Napoléon, c'est toute la famille Bonaparte, on peut dire, l'œuvre des Bonaparte a été de favoriser, au fond, le passage entre l'Ancien Régime et la République. Voilà. Je crois que c'est une première idée importante. La deuxième idée importante, c'est que, au fond, les hommes dans l'histoire sont grands parce qu'ils ont su prendre de grands risques. Ils ont su faire fi des pesanteurs du passé pour se projeter et projeter leur peuple vers le futur. Voilà. Et s'il y a une leçon que je retiens du gouvernement de Napoléon, c'est quand même bien celui-là. On a parlé tout à l'heure de la définition de ce que pouvait être le progrès en matière historique et en matière politique. C'est tout de même ça. C'est prendre de grands risques pour gouverner, pour lancer des réformes, pour gouverner de manière nouvelle et pour créer des formes de gouvernement adéquates aux problèmes qui s'opposent. Voilà. Et je pense que ça, ce sont des leçons permanentes qui peuvent, y compris, inspirer les temps modernes. Oui, il a réinventé le pays à partir de 1800 quoi. Et oui, et on ne peut pas s'empêcher de penser aux grands enjeux devant lesquels sont placés les gouvernements du monde actuel. Ces grands enjeux, ils portent nom. C'est la question de l'écologie, c'est la question du réchauffement climatique, c'est la question de la disparition des espèces, c'est la question de l'émergence de pouvoirs nouveaux, c'est la question des migrations, c'est la question des technologies. Alors, je ne fais pas de politique, je ne cherche pas à appliquer le bonapartisme à la résolution de ces problèmes politiques. Je dis simplement que face à des grands problèmes, il faut prendre beaucoup de risques, il faut innover beaucoup, avoir beaucoup de courage et de détermination. Jacques-Olivier Boudou. Je laisserai la conclusion et les derniers mots à Charles Bonaparte. Merci, Jacques-Olivier. Voilà, nous allons donc terminer sur ces mots notre... Je voudrais d'un mot, Charles Bonaparte, je voudrais d'un mot rappeler que vous venez de publier chez Grasset La Liberté Bonaparte et Jacques-Olivier Boudon, vous venez de publier Napoléon le dernier Romain aux éditions Les Belles Lettres. Merci Jacques pour cette très belle animation de notre réunion. Merci Jacques-Olivier Boudon d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de notre comité scientifique. Et je rappelle aussi que notre prochaine réunion aura lieu donc vendredi 7 mai, vendredi prochain à 10h30, sur le thème Musée et ville du futur. Voilà, tout ceci dans le cadre des rencontres de Destination Napoléon. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Au revoir à tous. Au revoir.